Et vous ne travaillez pas beaucoup, vous, pour vos interviews? Si, pourquoi? Eh ben voilà, c'est pareil pour moi. À 92 ans, Annie Cordy avait encore ce sourire éclatant, ce rire contagieux qui semblait défier le temps. Pourtant, derrière l'image d'une artiste solaire, aimée de plusieurs générations de Français, se cachait un univers bien plus complexe. Car si la scène l'avait consacrée comme la bonne humeur de la chanson française, le métier lui avait réservé aussi des épreuves de l'ombre, des rivalités tenaces, des incompréhensions qui ne s'effacent pas avec le temps. De ses débuts bruxellois jusqu'au plateau de télévision parisien, Annie Cordy n'a cessé de se réinventer. Chanteuse populaire, comédienne pétillante, actrice capable de faire rire comme d'émouvoir. Mais cette ascension, souvent présentée comme un conte de fées, a été jalonnée de rencontres qui ont laissé des cicatrices invisibles. Des artistes avec qui l'entente semblait impossible. Des personnalités trop différentes pour cohabiter, des regards chargés de jalousie ou de condescendance. Et c'est là que réside le paradoxe. Comment une femme à l'énergie si généreuse pouvait-elle nourrir, au fond d'elle, ces rancunes tenaces? La vérité est que, même dans le monde scintillant du spectacle, les sourires sur scène ne reflètent pas toujours les vérités de coulisses. Derrière les projecteurs, il y a des silences lourds, des éclats de voix et parfois des blessures qui ne se ferment jamais. Dans ce récit, nous allons lever le voile sur 5 figures qui ont marqué, parfois douloureusement, la trajectoire d'Annie Cordy, 5 noms qu'elle ne pouvait tout simplement pas voir en peinture. 5 artistes qui, chacun à leur manière, ont incarné pour elle l'épreuve de la rivalité, de l'injustice ou du mépris. Bourvil, avec son humour tendre mais envahissant. Sacha Distel, l'éternel charmeur de la chanson légère. Lynn Renaud, rival de toujours sur les scènes de cabaret. Luis Mariano, prince des opérettes au duo parfois pesant. Et enfin Fernandel, colosse du cinéma comique dont les certitudes heurtaient son indépendance. Voici donc l'autre visage de la carrière d'Annie Cordy, moins connu mais tout aussi fascinant. Celui des combats silencieux et des inimitiés cachées, là où l'éclat des paillettes se teinte d'ombres persistantes. Numéro 5. Bourvil. Lorsque l'on évoque les années d'or du spectacle français, 2 visages surgissent immédiatement. Celui de Bourvil, maître incontesté du rire tendre, et celui d'Annie Cordy, tornade d'énergie et de fantaisie. À première vue, tout semblait les rapprocher. Lui venait de la Normandie profonde, elle de Bruxelles. Tous deux avaient gravi les marches du succès à la force du travail, séduisant un public avide de légèreté dans une France encore marquée par l'après-guerre. Leur rencontre sur les plateaux et dans les studios aurait pu être celle d'un duo complice, 2 clones au cœur tendre, complémentaires dans leurs excès. Bourvil incarnait la maladresse touchante, l'homme du peuple qui faisait rire par sa naïveté assumée. Cordy, elle, apportait cette vivacité exubérante, cette joie brute qui illuminait la scène. Ensemble, ils semblaient destinés à faire jaillir des étincelles. Mais la réalité fut moins simple. Derrière les rires, une rivalité sourde s'est installée. Car si Bourvil avait cette aura d'artiste populaire respecté, parfois même célébré comme un poète du quotidien, Annie Cordy se sentait souvent réduite à un rôle d'amuseuse, la fille qui fait rire, sans que l'on mesure toute l'étendue de son talent. Chaque fois qu'il partageait un plateau, elle ressentait l'ombre de ce géant, une ombre qui semblait étouffer ses propres éclats. Dans les coulisses, leurs approches artistiques différaient profondément. Bourvil travaillait avec une précision presque artisanale, répétant inlassablement ses mimiques, cherchant la justesse du geste comique. Cordy, au contraire, privilégiait l'instinct, l'énergie spontanée, cette capacité à improviser dans l'instant. 2 manières d'aborder le spectacle qui, au lieu de se compléter, créaient des tensions invisibles. Ainsi, sous les applaudissements, une distance s'est creusée. Le public voyait 2 étoiles briller côte à côte. Mais Annie Cordy, dans son fort intérieur, savait que cette proximité professionnelle n'était qu'un trompe-l'œil. Derrière chaque sourire échangé, il y avait le poids d'une comparaison constante, une lutte silencieuse pour exister face à un colosse du rire qui ne laissait que peu d'espace aux autres. Ce qui aurait pu n'être qu'une simple divergence de méthode devint peu à peu une fracture plus profonde. Pour Annie Cordy, chaque apparition auprès de Bourvil ressemblait à une mise à l'épreuve. Elle sentait que les critiques, la presse comme le public, ne voyaient en elle qu'un complément exubérant, une étincelle décorative à côté du grand Bourvil. Elle rêvait pourtant de reconnaissance égale, de voir son jeu comique considéré avec le même sérieux. Dans les émissions de variété, cette tension éclatait parfois sous forme de gestes à peine perceptibles. Une réplique coupée trop vite, un regard fuyant, une blague qui laissait Annie sur le côté. Bourvil,
Sans le vouloir ou peu, être avec une pointe de calcul occupait tout l'espace. Il était l'astre, et elle l'acolyte. Ce déséquilibre s'imposait comme une évidence aux yeux du public, mais dans le cœur d'Annie, il se transformait en blessure tenace. Plus d'une fois, Annie Cordy tenta de franchir ce mur invisible, en apportant ses propres nuances, en cherchant à donner plus de profondeur à ses personnages. Mais Bourvil, perfectionniste et jaloux de son univers, ne lui laissait guère de place. Ce fut comme si la scène devenait un champ clos, où deux sensibilités s'affrontaient sans jamais se réconcilier. Elle, portée par l'instinct et la fougue, lui, installé dans une maîtrise patiemment construite. Le public ne voyait que la façade joyeuse, deux artistes capables de déclencher des tonnerres d'applaudissements. Pourtant, dans les loges, Annie repartait souvent avec un goût amer, celui d'avoir été éclipsée par un comique trop encombrant, trop respecté, pour qu'elle puisse espérer le dépasser. Avec le temps, cette rancune se figea. Annie Cordy n'oublia jamais cette impression d'avoir été reléguée à l'ombre, comme une lumière qu'on tamise pour ne pas voler la vedette au maître. Et si elle continua à briller seule, elle n'oublia jamais ce duel silencieux. Pour elle, Bourvil ne fut jamais un allié. Il resta l'image d'un sourire qui cache une domination douce, mais implacable. Numéro 4. Sacha Distel. Dans les années 60, les plateaux de télévision française vibraient au rythme des sourires charmeurs de Sacha Distel. Avec sa guitare, son allure élégante et sa voix douce, il incarnait l'idéal masculin. Le crooner latin qui faisait battre les cœurs d'un simple clin d'œil. Pour Annie Cordy, déjà installée comme reine de l'énergie et de la fantaisie, la rencontre avec Distel représentait à la fois une opportunité et un piège. Leur univers musical paraissait complémentaire. Lui, les ballades feutrées, les chansons d'amour qui s'écoulaient comme du miel. Elle, les refrains populaires, les rythmes bondissants qui faisaient danser les foules. Mais dès les premières collaborations, Annie Cordy comprit que cette cohabitation ne serait jamais paisible. Là où elle cherchait à partager la lumière, Sacha Distel la captait d'instinct, comme si le projecteur lui appartenait par droit naturel. Les producteurs de télévision ne s'y trompaient pas. Chaque apparition de Distel faisait grimper l'audience. Et trop souvent, Annie Cordy se retrouvait cantonnée au rôle de faire-valoir comique, la note excentrique qui contrastait avec la séduction mesurée du crooner. Devant les caméras, ils riaient ensemble, mais derrière, Annie se sentait enfermée dans une caricature. Ce qui blessait le plus, c'était cette impression que l'élégance masculine de Distel annihilait son propre registre. Le public comparait sans cesse. D'un côté le charmeur sophistiqué, de l'autre la tornade populaire. Deux pôles que la télévision mettait volontairement en opposition, créant un jeu cruel dont Annie sortait rarement gagnante. Plus le temps passait, plus Cordy percevait cette rivalité comme une forme d'injustice, car elle savait, au fond, que son talent n'avait rien à envier à celui de Distel. Mais l'industrie du spectacle, dominée par l'image du séducteur, ne lui laissait pas d'espace équivalent. Ce qui pouvait sembler une simple différence de style prit rapidement des allures de duel symbolique. Chaque fois qu'Annie Cordy partageait un plateau avec Sacha Distel, elle avait l'impression d'être enfermée dans un rôle convenu, celle qui amuse, qui exagère, pendant que lui, d'un simple sourire, s'appropriait la grâce et la sophistication. Le public riait d'elle, s'émerveillait de lui. Et plus les caméras tournaient, plus Annie se sentait reléguée à une fonction secondaire. Distel, en privé, cultivait une élégance un peu distante. Sa politesse impeccable masquait mal une condescendance subtile. Lors des répétitions, il n'était pas rare qu'il propose des arrangements qui, en apparence, valorisaient le duo, mais qui, en réalité, plaçaient toujours sa voix et son image au centre. Annie Cordy, habituée à se battre pour chaque espace de liberté artistique, voyait clair dans ce jeu feutré. Elle savait que ce n'était pas une maladresse, c'était une stratégie. La presse accentuait encore cette fracture. Les magazines s'extasiaient sur la beauté de Distel, ses romances avec des stars internationales, son aura de gentleman universel. Et lorsque Cordy apparaissait à ses côtés, les journalistes se contentaient de souligner sa fantaisie débordante, comme si son registre n'était qu'une farce colorée, incapable d'égaler la noblesse du crooner. Cette hiérarchie tacite la rongeait en silence. Avec le temps, l'agacement devint rancune. Annie Cordy supportait de moins en moins cette domination invisible, ce sourire qui semblait effacer sa propre intensité. Elle voyait en Sacha Distel moins un collègue qu'un symbole. Celui d'un système qui privilégiait l'apparence masculine polissée au détriment de l'énergie féminine. Alors, dans son cœur, une conviction s'installa.
Peu importaient ses succès, ses disques vendus par millions, ses films applaudis. Face à Sacha Distel, Annie Cordy avait toujours le sentiment d'être réduite à un second rôle. Et cela, elle ne le pardonna jamais. Numéro 3, Line Renaud. Elles avaient presque tout pour se ressembler. Deux femmes venues de familles modestes, propulsées par leur talent et leur opiniâtreté, devenues des visages familiers du cabaret, de la chanson et de la télévision française. Annie Cordy et Line Renaud incarnaient cette génération d'artistes capables de tout faire, chanter, danser, jouer, illuminer un plateau par leur seule présence. Mais c'est précisément cette proximité qui fit naître une rivalité sourde, une compétition qui dura des décennies. Dès les années 50, elles partagent les mêmes scènes de music-hall, les mêmes plateaux télé, parfois même les mêmes producteurs. Le public les adorait toutes les deux, mais ne pouvait s'empêcher de comparer. Line Renaud représentait la sensualité contrôlée, la voix enveloppante qui séduisait sans effort. Annie Cordy, elle, incarnait la vitalité explosive, la fantaisie communicative qui faisait éclater les rires et réchauffer les cœurs. Deux visages d'un même temps, mais impossibles à confondre. Le problème, c'est que dans le monde du spectacle, la ressemblance crée rarement l'amitié. Chacune voulait être la première, la préférée, la star qu'on appelle avant l'autre. Lorsque Line Renaud signait une émission prestigieuse, Annie Cordy savait qu'elle perdait du terrain. Et quand Cordy triomphait à l'écran, Renaud se sentait menacée. Cette lutte pour l'attention, jamais avouée, se manifestait par des sourires trop polis, des compliments qui sonnaient creux. Les producteurs, eux, entretenaient ce jeu cruel. On les mettait côte à côte pour stimuler l'audience, comme deux reines d'un même royaume forcées de partager une couronne trop étroite. Devant les caméras, elles riaient, chantaient en duo, se donnaient la main comme si rien ne les séparait. Mais derrière le rideau, l'air était chargé d'une tension palpable, comme si chacune retenait sa respiration pour ne pas laisser transparaître sa jalousie. Et pour Annie Cordy, cette rivalité avec Line Renaud n'était pas une simple question de carrière. C'était une lutte pour exister en tant que femme artiste, dans un univers où l'on tolérait difficilement deux étoiles de même éclat. La rivalité entre Annie Cordy et Line Renaud prit une dimension plus intime à mesure que les années passaient. Les deux femmes, régulièrement invitées sur les mêmes plateaux, se retrouvaient face à un jeu cruel orchestré par les producteurs. On les opposait systématiquement, comme si l'une ne pouvait exister qu'au détriment de l'autre. Annie, avec sa spontanéité, ses rires francs et son énergie débordante, voyait en Line l'image d'une élégance calculée, parfaitement maîtrisée. Les tensions se faisaient sentir jusque dans les répétitions. Line Renaud avait l'habitude de poser sa voix avec un professionnalisme impeccable, exigeant un cadre précis. Annie Cordy, plus instinctive, improvisait volontiers, cassant le rythme prévu. Ces différences d'approche, loin de créer une complémentarité, accentuaient l'incompatibilité. Ce qui devait être une collaboration devenait un champ de bataille silencieux. Le public, souvent, ne percevait rien de cette lutte de coulisses. Les téléspectateurs applaudissaient les duos, riaient des échanges complices. Mais les confidences glissées après coup révélaient une toute autre vérité. Dans l'intimité des loges, Annie n'acceptait pas la manière dont Line s'imposait subtilement, comme si son élégance devait toujours primer sur l'exubérance des autres. Pour elle, chaque sourire de Renaud sonnait comme une provocation. Avec le temps, ce ressentiment devint presque une obsession. Annie Cordy supportait mal que les médias présentent Line Renaud comme la grande dame de la chanson française, alors qu'elle-même était trop souvent réduite à une image de fantaisie populaire. Cette hiérarchie implicite lui paraissait injuste, intolérable. Et si les deux femmes ne se sont jamais affrontées directement, leur relation resta marquée par une distance glaciale, faite de compliments figés et de regards où perçait l'ombre d'un mépris mutuel. Pour Annie Cordy, Line Renaud ne fut jamais une amie, mais une rivale éternelle. Numéro 2. Luis Mariano. Dans l'univers chatoyant de l'opérette, Luis Mariano régnait en prince absolu. Sa voix cristalline, ses airs romantiques, son élégance andalouse en avaient fait le « roi de la romance » des années 50. Chaque fois qu'il entonnait « Mexico » ou « La Belle de Cadix », le public chavirait. Annie Cordy, elle, était alors en pleine ascension, prête à conquérir le même territoire avec son énergie débordante et sa fantaisie populaire. Leur rencontre paraissait inévitable, presque écrite d'avance, une chanteuse pétillante aux côtés du séducteur aux 1000 sourires. Au premier abord, tout semblait idyllique. Le contraste entre la fougue comique de Cordy et la grâce romantique de Mariano offrait une alchimie irrésistible pour les producteurs.
Les affiches de spectacle les annonçaient comme un duo complémentaire, la rencontre du soleil du Nord et du soleil du Sud. Sur scène, le public riait, rêvait, battait des mains. Tout donnait l'impression d'un couple artistique parfait. Mais derrière les projecteurs, la réalité se révéla plus amère. Annie Cordy découvrit vite que dans ce monde d'opérette, l'univers tournait autour de Mariano. Les partitions, les mises en scène, tout semblait construit pour magnifier son image de prince romantique. Elle, trop souvent, se voyait assigner des rôles secondaires, la partenaire qui amuse, qui contraste, mais qui ne brille jamais autant que lui. Annie, qui rêvait de démontrer qu'elle pouvait être autre chose qu'une tornade comique, se sentait enfermée dans ce cadre étroit. Son talent dramatique, ses nuances vocales restaient dans l'ombre, étouffées par les notes éclatantes du ténor. Chaque soirée de triomphe devenait pour elle un rappel cruel. C'est lui que l'on acclame, elle que l'on tolère. Peu à peu, cette admiration de façade se transforma en malaise. Derrière les sourires affichés aux photographes, Annie Cordy commençait à ressentir une rancune profonde envers cet homme qui, sans le vouloir, incarnait pour elle l'injustice d'un système où une femme pleine de talent devait se contenter du second rôle. Avec le temps, la frustration d'Annie Cordy s'accentua. Chaque répétition avec Luis Mariano prenait des allures de démonstration où tout tournait autour de lui. Sa voix, sa prestance, sa posture de prince des opérettes. Les metteurs en scène ajustaient la lumière pour sublimer son profil, les musiciens calaient le rythme sur son souffle. Annie, malgré son talent incontestable, avait l'impression d'être condamnée à jouer les seconds rôles, réduite à une présence qui devait servir l'éclat de Mariano. Les différences de tempérament accentuaient le fossé. Lui, perfectionniste et soucieux d'image, soignait chaque note, chaque geste, comme un tableau qu'il fallait rendre impeccable. Elle, instinctive et spontanée, cherchait à injecter de la vie, de l'humour, de l'imprévu dans ses opérettes souvent trop rigides. Mais cette vitalité n'était pas toujours la bienvenue. Mariano voyait dans ses initiatives une menace à l'équilibre millimétré de ses spectacles. Il lui arrivait de la reprendre sèchement, de lui rappeler, avec un sourire poli mais tranchant, que l'opérette devait d'abord célébrer le romantisme. Annie Cordy, qui se battait depuis ses débuts pour être reconnue comme une artiste complète, supportait de moins en moins cette attitude. Elle savait qu'elle avait l'énergie, la voix et la présence pour tenir un premier rôle. Mais face à Luis Mariano, on la maintenait volontairement dans l'ombre. Le public acclamait le ténor. Elle n'était que l'écho comique, l'accompagnement obligé. Ce déséquilibre constant devint une blessure durable. Annie, dans son cœur, transforma son admiration en amertume. Derrière le faste des opérettes, elle voyait surtout la mécanique impitoyable qui la plaçait toujours au second plan. Et pour elle, Luis Mariano symbolisait cette injustice, cet écrasement silencieux que rien ne pouvait effacer. Annie Cordy ne vit jamais en Luis Mariano un partenaire, mais un obstacle. Numéro 1, Fernandel. Dans le panthéon du cinéma comique français, un visage s'impose avec évidence, celui de Fernandel. Son sourire immense, ses mimiques inimitables, son accent provençal avait conquis des générations entières. Pour Annie Cordy, qui rêvait d'élargir son registre au-delà de la chanson et du cabaret, collaborer avec lui représentait une chance immense. Mais dès leurs premiers échanges, elle comprit que ce rêve allait vite se transformer en épreuve. Fernandel, déjà sacré, monstre sacré du cinéma, régnait sans partage sur ses tournages. Sa simple présence dictait le rythme des scènes. Les réalisateurs, fascinés par son aura, orientaient souvent les dialogues et les cadrages pour exalter son génie comique. Annie Cordy, pourtant habituée à briller par son énergie débordante, découvrait un territoire où elle devait s'effacer, où ses éclats de fantaisie n'avaient pas leur place. Leur rencontre sur le plateau fut d'abord marquée par la politesse. Fernandel accueillit Cordy avec ce sourire généreux qu'il offrait à tout le monde. Mais derrière la cordialité se cachait une hiérarchie implacable. Lui, le maître incontesté. Elle, la nouvelle venue qu'il fallait canaliser. Annie, instinctive, aimait improviser, créer des ruptures comiques inattendues. Fernandel, lui, voyait dans ses audaces une menace pour la mécanique précise de son humour. Très vite, Annie sentit qu'elle n'était pas considérée comme une partenaire d'égal à égal. Les producteurs lui demandaient de tempérer son exubérance, de rester dans l'ombre pour ne pas faire de l'ombre au grand Fernandel. C'était une gifle pour cette femme qui avait construit sa carrière sur la spontanéité et la vitalité. Dans les loges, la distance se creusa. Annie, malgré son respect pour le talent immense de son aîné, ne pouvait supporter cette domination subtile,
ce poids qui réduisait son éclat à une simple lueur périphérique. Elle comprit alors que, face à Fernandel, elle ne serait jamais reconnue comme son égale, mais toujours comme une comparse. La fracture entre Annie Cordy et Fernandel ne tarda pas à s'élargir. Derrière l'admiration sincère qu'elle pouvait éprouver pour ce monument du cinéma, Annie ressentait surtout l'écrasement permanent de sa personnalité. Fernandel, habituée à être le centre de toutes les attentions, ne concevait pas qu'une partenaire féminine puisse voler la vedette, ne serait-ce qu'un instant. Sur les plateaux, cette tension se traduisait par des détails révélateurs. Lorsqu'Annie improvisait une réplique pleine de verve, Fernandel trouvait aussitôt un moyen de reprendre la main, d'imposer son rythme, de ramener l'attention vers lui. Les réalisateurs, complices ou intimidés, validaient toujours ce choix. Annie, elle, repartait frustrée, persuadée que son potentiel dramatique et comique était étouffé par un système centré sur la star masculine. Mais le conflit dépassait la seule question de lumière. Il s'agissait d'une conception du métier. Fernandel, fidèle à une vision traditionnelle, considérait que les femmes dans le comique devaient rester dans un registre de soutien, de contrepoint. Annie, au contraire, revendiquait sa liberté, son droit à exister comme artiste à part entière, pas comme simple faire-valoir. Cette différence de philosophie engendra des affrontements larvés, des silences lourds, des regards qui en disaient long. Avec le temps, la distance devint glaciale. Annie Cordy ne cherchait même plus à masquer son agacement. Elle voyait dans l'attitude paternaliste de Fernandel non pas un signe d'expérience, mais un mépris déguisé. Ce sentiment ne fit que renforcer sa détermination à tracer sa propre voie, loin de cette domination qui l'insupportait. Ainsi, derrière le masque souriant de leur collaboration, se cachait une vérité bien plus âpre. Annie Cordy n'oublia jamais la manière dont Fernandel avait minimisé son éclat. Pour elle, il resta moins un maître admiré qu'un colosse qui avait tenté de la reléguer au silence. Et dans son souvenir, Fernandel ne fut jamais un allié, mais une ombre écrasante qu'elle refusa d'aimer. À la fin de sa vie, dans sa maison de Vallauris, Annie Cordy demeurait cette femme solaire, toujours prête à lancer une plaisanterie, à chanter une ritournelle qui faisait sourire même les plus mélancoliques. Mais derrière le rire, elle portait aussi le poids des luttes invisibles, des rivalités qui avaient jalonné son chemin. Bourvil, Sacha Distel, Lynn Renaud, Luis Mariano, Fernandel, 5 noms qui avaient marqué sa mémoire de blessures tenaces, 5 visages qu'elle ne pouvait tout simplement pas voir en peinture. Pourtant, ce qui subsiste aujourd'hui, ce n'est pas l'amertume de ses confrontations, mais la lumière de son héritage. Annie Cordy a prouvé qu'une femme pouvait s'imposer dans un univers dominé par des figures masculines, qu'elle pouvait exister par sa force, sa générosité et son instinct. Elle a ouvert une voie, bruyante et colorée, à toutes celles qui viendraient après elle. Ses chansons populaires, de Tata Yo-Yo à La Bonne du Curé, résonnent encore comme des éclats de joie pure. Ses rôles au cinéma, souvent empreints d'une humanité touchante, rappellent que derrière l'exubérance se cachait une actrice sensible, capable de nuances profondes. Et ses apparitions à la télévision, toujours empreintes d'humour, continuent d'habiter la mémoire collective. Annie Cordy est partie comme elle a vécu, sans détour, avec sincérité, laissant derrière elle une trace indélébile. Les inimitiés n'étaient que l'ombre portée d'une carrière flamboyante. Ce qui demeure, c'est une icône populaire, une étoile qui a refusé de s'éteindre, une femme qui transforma chaque scène en une fête de vie.